Il y a quelques jours sur les réseaux, on vous demandait de nous poser des questions sur la prévention de la mort inattendue du nourrisson ou sur les gestes de bon coucher. Eh ben, on va y répondre aujourd'hui. Salut la Team Foxy, c'est Rach, je suis accompagné de Julie de l'Étoile Léo et on va répondre aux questions que vous nous avez posées sur Instagram. Bonjour Julie, tu vas bien? Bonjour Rach, ça va et toi? Ça va, merci. Donc aujourd'hui, on se fait une petite FAQ sur les questions que les personnes nous ont laissées sur Instagram et on va commencer tout de suite. Qu'en penses-tu? Ouais, nickel, c'est parti. Première question. Comment faire lorsque le bébé se met seul sur le ventre lorsqu'il dort? Très bonne question. Alors, il faut distinguer la position ventrale qui est imposée par une tierce personne ou la position ventrale qui est choisie par le bébé. L'ensemble du corps médical est d'accord pour dire que quand un bébé se met de lui-même sur le ventre, c'est qu'il a acquis suffisamment de tonicité musculaire et de motricité pour pouvoir se retourner ou pour pouvoir se dégager en cas de souci. Donc ce qu'on va préconiser, c'est de quand même coucher le bébé sur le dos et après il fait sa vie. D'accord. La deuxième question qui revenait aussi souvent, c'est et si bébé n'arrive à dormir que sur le ventre? Je pense que tu as un peu répondu avant, c'est s'il est déjà suffisamment grand pour, entre guillemets, se retourner, etc. Il y a limite, il n'y a pas de souci, mais que lorsqu'il est plus petit et qu'il n'arrive vraiment à dormir que sur le ventre, comme ça a été le cas de ma fille, comment on peut faire? Alors quand un bébé n'arrive qu'à dormir sur le ventre, déjà il faut distinguer, encore une fois avec le corps médical, s'il s'agit d'un souci physiologique ou de santé ou médical. Par exemple ça peut être un RGO, ça peut être également des reflux un peu moins importants ou ça peut être des coliques. Dans ces cas-là, seul le pédiatre ou le médecin qui suit l'enfant est à même de proposer des solutions pour soulager le bébé et aussi des solutions peut-être pour le sommeil. Il faut aussi voir si cette position est entre guillemets habituelle pour l'enfant depuis la naissance ou pas. Et dans tous les cas, coucher quand même bébé sur le dos le plus que l'on peut et voir voilà, avec un médecin pour adapter selon le cas de l'enfant. Très bien. Autre question, enfin, c'est plus une remarque que moi j'ai entendue, je sais pas combien de fois, peut-être toi aussi, c'est, tu sais, c'est toujours la mamie ou les parents qui te disent, bah toi t'as toujours dormi sur le ventre et pourtant t'es en vie. Moi, ce que j'aime répondre, c'est que l'absence de conséquences immédiates ou dans le passé ne signifie pas qu'il n'y a pas de risque et que le principe de précaution doit être mis en place. Le risque zéro n'existe pas. C'est bien pour ça qu'il y a toutes ces recommandations. Ouais. Et encore une fois, c'est souvent des personnes qui étaient qui étaient parents avant les années 90 où clairement il n'y avait pas encore eu la campagne de prévention et qui incitait et qui recommandait le couchage sur le dos aussi. Il y a ce côté-là aussi. Oui, exactement, tu as raison. Et justement, quand c'est lié peut-être à des personnes qui ont vécu les choses autrement dans leur passé, ce que j'aime aussi répondre, c'est que, par exemple, du temps de mon grand-père, apparemment, il y avait des publicités à la télé qui vantaient les mérites du tabac pour soulager des maux de gorge. Et aujourd'hui, on sait très bien ce que peut apporter mal de néfaste le tabac sur le corps humain. Donc c'est pareil avec le couchage. Autre question qui revient aussi souvent, c'est est-ce qu'on peut faire dormir bébé dans un cosy? Alors, bébé va forcément dormir dans le cosy quand on est en balade, en voiture, etc. Pour ce qui est du couchage à la maison, hors de la voiture, hors de balade temporaire, on couche bébé sur le dos. Je pense qu'on le répétera jamais assez. Donc s'il est sur le dos, il doit être le plus possible à plat. Hors des cas spécifiques comme on a parlé précédemment ensemble. Ce que j'aime dire pour visualiser cette position, c'est de visualiser une paille qui irait de la bouche de l'enfant jusqu'à ses poumons. Et le but, c'est que la paille soit la plus droite possible pour laisser passer de l'air et ne pas venir obstruer les voies respiratoires de bébé. C'est très clair, l'image de la paille est très claire et très parlante. Et du coup, je suppose aussi que toutes les recommandations qu'on a évoquées là sont les mêmes pour ceux où les enfants dorment dans le parc, lorsqu'il fait la sieste ou... Ouais, tout à fait. C'est valable aussi pour la sieste. C'est vrai qu'on pourrait se dire, bah, si je surveille bébé, je peux voir si il vient coller son visage et sa bouche et son nez sur quelque chose qu'il ne faudrait pas et qui pourrait le plonger dans un confinement respiratoire.
Sauf que en plus de cette sécurité-là, il y a la motricité. Et c'est vrai que même en journée, si on vient déposer bébé dans toutes sortes d'articles de puériculture qu'on peut voir beaucoup en ce moment, ça va bloquer ses mouvements et donc ça peut agir sur sa motricité. Donc ce qu'on dit, c'est que bébé, quand il dort, que ce soit la nuit ou le jour, il dort sans rien et sur le dos. Par contre, quand il est éveillé, il peut jouer sur le ventre, sous surveillance bien évidemment. Donc voilà, ça permet d'alterner les positions et d'agir sur la motricité et la tonicité de bébé. Exactement. Et c'est un point aussi important pour éviter tout ce qui est la tête plate. Mais ça, je pense que ça pourrait être le sujet d'une prochaine vidéo. Exact. Question suivante, jusqu'à quand on peut parler de la mort inattendue du nourrisson? On avait déjà un peu évoqué ce sujet sur la première vidéo, si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse aller la voir. Mais là, pour résumer, jusqu'à quand parle-t-on de la mort inattendue du nourrisson? Alors en termes d'âge, la mort inattendue du nourrisson peut aller jusqu'à 2 ans. Avant, la définition englobait la première année de l'enfant et maintenant on va jusqu'à 2 ans. On va jusqu'à 2 ans parce que malheureusement il y a eu des cas jusqu'à 2 ans de certains enfants. Ça reste plutôt rare dans la deuxième année de vie de l'enfant pour assurer les parents, mais comme il y a eu des cas, maintenant la définition va jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Très très clair. Autre question aussi, que penser des plaques détecteurs de mouvement? Qu'en penses-tu? Dans la prévention, moi je préfère ne pas en parler, tout simplement parce que ma priorité est dans un premier temps de vraiment axer sur les gestes de bon couchage dont on a parlé dans notre dernière vidéo ensemble, et entre guillemets ne pas inciter, si je puis dire, les parents à laisser bébé dans toutes conditions, puisque comme il y a une plaque, on peut le surveiller moins entre guillemets. J'exagère mes propos, mais malheureusement ça peut arriver. C'est pour ça qu'en prévention pure, voilà, moi je préfère pas en parler. À titre personnel, je suis maman et il m'est arrivé effectivement pour mon deuxième fils d'utiliser une plaque. Ce que je dis, c'est qu'il faut savoir que ça peut être anxiogène puisque la plaque peut se mettre à sonner si bébé n'est pas positionné dessus. Ça peut arriver, donc ouais. ça peut malheureusement aussi entraîner du stress pour un produit qui est censé le diminuer. Personnellement, en tant que maman, je l'ai utilisé et je préfère dire que ça peut sonner de manière intempestive et je pense qu'il faut être préparé à ça. Pendant la nuit, ça peut vraiment faire peur. Et je confirme pour l'avoir utilisé aussi avec ma fille. Il suffit que, ouais, effectivement, c'est ce que tu dis, hein, qu'elle glisse un peu, parce que si on a un peu incliné le lit pour lui aider à décongestionner les voies, parce qu'elle était en période de bronchiolite, elle a tendance à glisser du lit, elle est plus en face de la plaque, et la plaque qui se met à sonner. Et quand ça sonne 2-3 fois comme ça, en pleine nuit, c'est la grosse flip, et effectivement, c'est le côté assez anxiogène de ce genre de dispositif. Une autre remarque aussi qui revient, c'est concernant le tour de lit, parce que ça on l'a tous vécu, vous allez le vivre si vous entendez votre bébé bientôt, c'est la galère de pouvoir retrouver la tutute au milieu du lit. Le fait d'avoir le tour de lit, ça permet de moins galérer à retrouver les tututes ou les tétines, hein. Qu'en penses-tu? En soi, oui, mais en réalité, non. Je suis pas d'accord parce que je pense que c'est un argument qui est pas assez valable pour avoir un tour de lit. Moi, je pense que ceux qui me connaissent savent très bien que les tours de lit, je dirais toujours que ça sert à rien, à part à être joli, et encore. Bébé, en fait, il va très rapidement apprendre à rattraper ses tétines de lui-même. Il faut lui laisser un peu de temps. Donc ouais, ça peut être galère les premières semaines, voire mois. Mais au final, bébé, il y arrive très bien parce que quand il a une tétine, il sait que ça lui fait du bien et il sait la retrouver. Donc il va faire comme ça dans son lit pour retrouver. On peut en mettre plusieurs. Bon, après, il y a plein d'astuces de parents. En tout cas, surtout pas d'acheter un tour de lit pour cette raison. Il y a niveau bénéfice-risque, malheureusement, là, il n'y a que du risque. Autre question qui est revenue pas mal de fois, c'est pourquoi on trouve sur le marché de la puériculture des produits non recommandés, voire dangereux en vente. Alors, c'est une excellente question et c'est un gros débat, effectivement, en termes de prévention. Pourquoi on en trouve? Eh bien, parce que ça se vend, il y a des acheteurs. Donc forcément ça génère de l'argent, je pense à un marché assez important. Même Marché si de la puériculture, je ne ouais. suis pas renseignée plus que ça sur le sujet, mais je pense que c'est un marché conséquent. Je pense aussi que les parents n'ont pas aussi tous la bonne prévention, par exemple en sortant de la maternité ou pendant un accompagnement avant un accouchement, etc. Même s'il y a du mieux depuis la campagne dont tu parlais, depuis la campagne des années 90, c'est encore pas assez, donc c'est pour ça que des parents
surtout pour un premier bébé, voilà, on va vouloir donner le meilleur pour notre enfant, des choses cocooning, moelleuses, etc., jolies, dans le but, bien sûr, de donner le meilleur à notre enfant, mais quand on ne sait pas, c'est sûr qu'on peut aussi acheter des mauvaises choses, donc c'est là où la prévention est hyper importante. Peut-être que les vendeurs aussi pourraient être mieux conseillés pour eux-mêmes pouvoir conseiller peut-être autrement, même s'il y a des articles pour moi qui sont à bannir, il y a peut-être des articles voilà, à revoir différemment. Je ne rentrerai pas dans le débat, mais c'est pour vous donner un peu la vision de la chose par rapport à la prévention. Et c'est sûr que sur les réseaux sociaux, il y a énormément de publicités qui circulent. Des fois, c'est des petites marques émergentes qui vont jouer malheureusement sur le stress et l'angoisse des parents. Et on sait que quand on agit sur le stress et nos angoisses, on va vouloir bien faire. C'est toujours un sentiment de bien faire de la part des parents. J'insiste dessus. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Et je pense que c'est toute une histoire de revoir tout ça. Et j'espère que ça pourrait être le cas. Ouais, tout à fait. Alors pour finir, c'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque qu'on nous a dit, c'est la mort inattendue. Si elle doit arriver, elle arrivera. Un peu fataliste. Eh bien non, ne soyons pas fatalistes, surtout quand il s'agit de la sécurité de nos enfants. Oui, effectivement, la mort, on va tous y passer un jour, mais je pense que c'est un peu terrible de penser ça directement pour un enfant qui a quelques semaines, quelques mois de vie. On va lui laisser sa chance et d'avoir la plus belle des vies. Donc pour cela, encore une fois, on met en place le mieux qu'on peut toutes les recommandations de couchage. Parce que dans la mort inattendue du nourrisson, il y a 20% de morts subies du nourrisson, donc effectivement des morts qui certes ne sont pas expliquées, mais ne sachant pas ce qui peut se passer, autant encore une fois mettre en place le principe de précaution. Et les 80% restants, on peut agir dessus. Donc non, pas de fatalité, surtout pas pour nos petits bébés. C'est très clair. Et voilà, c'était la dernière question, Julie. Je pense qu'on a répondu à peu près à tout. Pour finir, quelques recommandations pour terminer. Alors ouais, pour terminer, encore une fois, j'insiste et on insiste toujours tous les deux, toujours se référer au corps médical, à la personne qui suit l'enfant. C'est vraiment la première chose à faire. S'il y a des questions, des besoins d'information en termes de prévention, on suit les associations et encore une fois le corps médical. Ce sont les seules personnes qui sont à même de répondre à vos questions. Nous aussi, des comptes comme ça, il en existe quelques-uns, mais faites attention à ce que les informations soient toujours sourcées. C'est pour ça qu'on vous a transmis les sources avec Rachid. Et surtout, on dit très souvent, de toute façon, ça change tout le temps. La prévention, elle change tout le temps. Eh bien non, on le répète encore, depuis les années 90, il n'y a pas grand-chose qui a changé, voire rien. Donc non, ça ne change pas tout le temps. Et même si à partir de demain, ça change tout le temps, je pense que c'est important de se mettre à la page sur ces informations. Merci Julie de m'avoir accompagné pour pouvoir répondre à toutes ces questions. C'était encore un vrai plaisir de discuter et de partager avec toi. Merci aussi à toi de t'intéresser autant au sujet. Merci beaucoup. Si ça vous a plu, encore une fois, likez la vidéo, partagez-la avec ceux qui pourraient être intéressés par rapport à ça. Et on se retrouve très vite sur mon Foxy ou sur ta page Julie l'Étoile Léo. À bientôt. À bientôt.